D'abord, la Haute Cour de justice est un privilège de juridiction. Oui. Alors que pour moi, pour notre parti, tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Il ne doit pas y avoir de privilège de juridiction pour certains citoyens et non pour d'autres. Voilà une des interrogations par rapport à la Haute Cour de justice. La deuxième interrogation, c'est il n'y a pas deux niveaux de judiciarisation, c'est-à-dire il n'y a pas d'appel. Alors que pour qu'une justice soit juste, il faut que celui qui est jugé, s'il n'est pas content de son jugement, s'il a des raisons d'objecter, qu'il puisse faire appel. Troisièmement, c'est un peu ça entre un peu dans, c'est en contradiction avec la séparation des pouvoirs. Les députés, ils sont là pour contrôler l'action gouvernementale, évaluer les politiques publiques et voter les lois. Ils ne sont pas là pour juger. Donc voilà trois interrogations qui concernent la Haute Cour de justice. La juridiction. Oui. En tant que, il ne doit pas y avoir de privilège de juridiction. Ensuite, cette Haute Cour de justice me semble obsolète pour les raisons que j'ai évoquées. Mais tant que c'est dans la loi, il faut l'appliquer. Oui. Mais il faut, à mon avis, travailler à changer les lois pour les rendre plus justes, que toutes les lois obsolètes soient dégagées pour qu'on les remplace par d'autres lois plus justes. En tenant en compte ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'absence de double degré de juridiction, par exemple. L'absence de double degré de juridiction. Et la présence de politique au niveau de cette cour-là. La présence de députés et le fait même que ce soit les ministres, les anciens ministres qui ont ce privilège par rapport aux citoyens ordinaires. Oui. Je pense que c'est deux poids, deux mesures. Parfait. Voilà. Mais je pense que c'est tout à fait normal, tant que cette loi est là, qu'un ancien ministre, si il est épinglé, qu'il puisse aller à la Haute Cour de justice pour une instruction. Ok, donc vous n'êtes pas d'accord avec vos anciens alliés qui disent, par exemple, qu'il s'agit d'une vengeance politique? Ah si, c'est-à-dire que ça ressemble, cette reddition des comptes, telle qu'elle est engagée, ça ressemble à une chasse aux sorcières, ça ressemble à un règlement de compte. Pourquoi? D'abord, pour parler de l'affaire Farba Ngom, au cours de la campagne électorale, le Premier ministre à Agnam a dit ça, c'est la dernière campagne électorale de Farba Ngom. Alors que le Premier ministre n'est ni juge, ni procureur. Ensuite, il y a eu, même à Guédiawaye, il a dit la même chose pour Lat Diop, alors qu'il n'est ni juge, ni procureur. Ensuite, il y a eu l'affaire de l'ONAS. À mon avis, des enquêtes auraient dû être menées. Cheikh Dieng a fait des accusations claires sur le ministre, à l'encontre du ministre de l'assainissement. Oui. Il y a eu l'affaire de Lazer. Le Premier ministre qui n'est ni juge, ni procureur, l'a blanchi au cours d'un meeting. Vous voyez, tout ça, ça ressemble à deux poids, deux mesures. Bien. C'est pourquoi ça a plus l'air d'un règlement de compte, d'une reddition des comptes politiques, que d'une véritable reddition des comptes neutres, sans partisanerie. Maintenant, la suite, on va observer. Nous sommes en cours et on va observer ce qui en... On peut bien écouter et comprendre ce que vous dites sur ces cas précis que vous venez d'évoquer, mais quand on enquête et trouve des soupçons dans un dossier aussi important que la gestion des fonds force Covid, il n'y a pas ici des éléments qui attestent de la pertinence de ces redditions des comptes-là? Si, il y a des éléments qui attestent de la pertinence de ces redditions des comptes, comme il y a des éléments qui peuvent faire penser à un règlement de compte. Maintenant, on sera édifié
par rapport à l'avenir. Nous sommes en cours d'enquête. Voilà, on est en cours d'enquête et ce qui semble être un règlement de compte sera infirmé ou confirmé par l'avenir. Mais nous avons le droit de nous interroger sur ces 2 poids, 2 mesures. Maintenant, nous répétons, la reddition des comptes, c'est une affaire, c'est tout à fait normal. C'est souhaitable. Mieux encore, je pense que nous devons, par des propositions de loi ou des projets de loi, criminaliser les détournements quand ça atteint un certain niveau. Parce que nous sommes un pays pauvre et endetté. Il est inadmissible que l'argent du pays soit dilapidé, entre dans des poches de manière indue. Maintenant, il faut éviter de politiser cette reddition des comptes et d'en faire un règlement de compte. Et c'est ce que nous avons observé dans un passé récent. Maintenant, cette reddition, cette supposée reddition des comptes ressemble à un règlement de compte. Est-ce que ce sera infirmé ou confirmé? L'avenir nous le dira. Ok, l'APR en conférence de presse a parlé justement de persécution politique visant l'ancien président Macky Sall, dont le fils d'ailleurs est poursuivi. Vous pensez que les griefs qui ont été listés par le parti APR se justifient? Il y a du vrai dans ce qu'ils disent. D'abord, Macky Sall est un compatriote qui a dirigé ce pays pendant 12 ans. Actuellement, moi, je ne vois absolument rien. Peut-être que ça apparaîtra dans l'avenir, mais je ne vois rien qui justifie ce lynchage médiatique contre Macky Sall. Je ne vois pas. Peut-être que ça viendra dans l'avenir, mais je ne vois pas. Il a dirigé ce pays pendant 12 ans. Il a fait beaucoup de réalisations. Certes, tout n'a pas été parfait, mais il a fait beaucoup de réalisations, à mon avis, et ce lynchage médiatique contre Macky Sall, à mon avis, ne se justifie pas et c'est contre-productif pour l'image de notre pays. Maintenant, s'il y a des choses avérées, que Macky Sall soit accusé, etc., nous constaterons, nous tous. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien de substantiel qui mérite ce lynchage médiatique qu'on l'appelle chef de gang par rapport à Macky Sall. Maintenant, par rapport à sa famille, les accusations, on verra si ces accusations sont fondées ou non. Voilà. D'accord. Pour vous, c'est suffisant pour boycotter, par exemple, le dialogue politique, le dialogue national sur le système politique qui a été convoqué par le président Bassirou Diomaye Faye. Voilà. Il y a des raisons de boycotter le dialogue, je vais les énoncer. Mais à mon avis, il y a plus de raisons d'aller au dialogue que le boycott. Le boycott. D'abord, les raisons pour boycotter le dialogue, c'est le climat. Le Premier ministre traite l'opposition, c'est un exemple, traite l'opposition de résiduel. C'est comme une insulte. Et ce n'est pas la seule insulte. On traite Macky Sall de chef de gang. Le pouvoir PASTEF passe son temps à insulter l'opposition. À mon avis, c'est injuste. Deuxièmement, c'est inutile. Troisièmement, ce n'est pas une bonne chose d'appeler les gens au dialogue et en même temps de les insulter. Ça, c'est pour le climat. Deuxièmement, l'histoire récente. Il y a eu une concertation sur la justice. Oui. Qu'en est-il des résultats? Jusqu'à présent, on ne voit pas concrètement les résultats de cette concertation sur la justice. Il y a un comité en place pour la matérialisation des engagements. Je dis jusqu'à présent. Oui. Au contraire, on dirait que cette consultation sur la justice, cette concertation sur la justice a été un prétexte pour le président de la République de revenir sur sa promesse de quitter
le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur de la magistrature. Ensuite, avant les élections législatives, il y a eu une concertation entre les partis politiques et le ministre de l'Intérieur. Il y a eu un consensus, mais quand ce consensus est allé au niveau supérieur, il a été biffé. Toujours par rapport à l'histoire récente, on a constaté que, par rapport à l'histoire récente, on a constaté que quand Khalifa Sall est venu au dialogue, Barthélémy Diaz est venu au dialogue, il a été lynché médiatiquement alors que il s'était entendu pour aller au local ensemble, mais au présidentiel, chacun pouvait suivre son chemin. Il a été lynché médiatiquement, les gens l'ont hué, l'ont traité de traître. Ça, c'est par rapport à l'histoire récente. Okay. Raison pour ne pas participer. Par rapport à la parole du président, vous vous rappelez, Omar, le président avait fixé la date en concertation avec l'Assemblée pour la DPG du Premier ministre. Oui. Et avant que cette DPG n'arrive, il a dissous l'Assemblée nationale. Je pense que ça, c'est une ruse, une tricherie. En plus d'autres exemples, ça c'est des exemples seulement. Donc, oui. pour ces trois raisons... Pour dire quoi que oui, il y a des raisons... La sincérité voilà, on fait doute défaut. de la sincérité. Mais il y a des raisons d'aller au dialogue, à mon avis. Même si c'est une chance sur 10 pour aller au dialogue, à mon avis, il faut saisir cette chance. Parce que tout ce que j'ai dit là, le climat, l'histoire récente, etc., ceux qui vont au dialogue peuvent le dire au dialogue. Absolument. Parce que les TDR ne sont pas fermés. D'après la lettre du président de la République, on peut amender les TDR. Donc tout ça peut être dit au niveau du dialogue, premièrement. Oui. Deuxièmement, nos pays ne peuvent se construire que par le dialogue. Les pays européens se sont construits par la guerre. Alors que nos pays, qui sont de jeunes pays, doivent se construire par le dialogue. Et ça, c'est une tradition de notre pays. Ouais. Nous sommes entourés par 3 cercles de feu. D'abord, regardez, tous les pays que nous entourent, c'est des coups d'État. J'en profite pour fustiger tous les coups d'État, surtout celui du Niger, où notre camarade Mohamed Bazoum est séquestré jusqu'à présent. Donc, nous sommes entourés de pays où il y a une instabilité démocratique, premièrement. Deuxièmement, le djihadisme est à nos portes. Le Sénégal est une sorte d'îlot de paix, de stabilité par rapport au coup d'État, par rapport au djihadisme. Troisièmement, nous avons découvert du pétrole et du gaz. J'ai recensé 9 conflits qui sont dus au pétrole et au gaz. Mais le plus proche d'entre nous, c'est le Soudan, qui a été divisé en 2. C'est vrai, il y a des problèmes ethniques, mais ces problèmes sont exacerbés par le pétrole et le gaz. Oui. Vous vous rappelez la guerre du Biafra? Le Biafra est constitué de plusieurs ethnies, Yoruba, Igbo, Haoussa, mais une guerre qui a duré 3 ans, qui a fait 2000 morts. Morts par les armes, morts par la famine. Ces conflits sont exacerbés, ces conflits ethniques sont exacerbés par le pétrole et le gaz. D'accord. Donc, enjeu sécuritaire, oui. Enjeu lié au pétrole et au gaz, Oui. ça justifie le dialogue. À mon avis, Oui. ça justifie le dialogue. Même s'il y a une chance sur 10 pour que ce dialogue réussisse, il nous faut les forces démocratiques responsables doivent saisir cette chance. Ensuite, je termine par... Il y a un témoin au dialogue. C'est le peuple sénégalais. C'est l'opinion. Si nous avons eu tort d'aller, le peuple jugera. Si nous avons eu raison d'aller, si certains respectent leurs paroles et d'autres ne respectent pas leurs paroles, le peuple jugera, l'opinion jugera. En définitive, l'ALD est contre le boycott. Vous êtes pour ce dialogue-là. Nous sommes pour ce dialogue. Cependant, nous sommes dans des cadres. Le FDR, nous sommes dans le FDR, nous sommes dans la CDS.
ça ne sert à rien de faire des actions isolées, de faire des échappées solitaires. Nous nous conformerons à la décision qui sera consensuellement dégagée par le FDR dont nous sommes partie prenante. L'APR aussi est partie prenante du FDR. Oui, l'APR est partie prenante. Qu'allez-vous faire de sa position? Vous allez la respecter ou bien vous allez essayer de la convaincre? Nous allons, de toute façon, nous allons respecter sa position. Bien sûr, nous allons discuter avec eux, essayer de les convaincre, parce que le partenariat, c'est ça. Mais même s'ils refusent et que FDR accepte d'aller au dialogue, il n'y a pas péril en la demeure. Nous respecterons la position de l'APR et de tous ceux qui veulent boycotter le dialogue. Comme j'ai dit, il y a des raisons de boycotter, mais il y a plus de raisons de participer au dialogue parce que le dialogue est consubstantiel à la démocratie, surtout dans nos pays où il y a beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de dangers. Ouais. Tout à l'heure, vous avez semblé douter de la sincérité du président de la République dans cet appel au dialogue. Pourtant, et vous-même vous le reconnaissez, dans les TDR qui ont été partagés, les termes de référence, voilà, il y a assez de matière. Il y a des thématiques, par exemple, au-delà de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, des enjeux importants. Il y a des thématiques politiques qui interpellent l'opposition, dont l'opposition a toujours parlé. Oui. Oui, j'ai dit, je semble mettre... Le fait même de partager, d'abord, et de dire, on est ouvert aux propositions, même qui ne sont pas encore imaginées. C'est ça. Ça fait... C'est des gages. C'est ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, il ne faut pas condamner quelqu'un d'une manière définitive, ad vitam aeternam. Oui. J'ai des raisons de douter de la parole du président de la République à cause des exemples dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte d'une manière définitive. Oui. Il nous a proposé des TDR. Il a dit que ces TDR sont susceptibles d'être amendés. À mon avis, on doit lui faire confiance, même s'il y a des raisons auparavant de ne pas lui faire confiance. À mon avis, condamner quelqu'un d'une manière définitive pour une ou deux actions, à mon avis, ce n'est pas très sage. Il a invité au dialogue. Oui. Il a dit que les TDR sont susceptibles d'être amendés. Nous le prenons au mot et le peuple sénégalais va juger. Voilà. Très bien. Alors, la démocratie, c'est un processus. Hein. Nous avons une démocratie éprouvée, mais nous savons qu'il y a toujours des choses à parfaire. C'est ça. Vous-même, vous êtes d'accord en tant que parti politique, membre de l'opposition, et parce que vous en parliez dans le temps. L'amélioration du système politique, du système électoral plus précisément, le statut de l'opposition, la révision du système du parrainage, la rationalisation des partis, la question par exemple du bulletin unique, tout ça figure dans les termes des références. Ce sont des sujets qui vous intéressent. Vous, en tant que parti, la LD, suivant ce qui a été présenté, quels sont les rajouts ou les inputs ou alors les observations que vous avez sur ces TDR-là? D'abord, il nous faut changer le climat politique. D'abord. Oui. Cette atmosphère de guerre, cette atmosphère manichéiste, voilà les bons, voilà les mauvais, à mon avis, ceci ne fait pas avancer notre pays. Maintenant, par rapport au système politique, nous allons discuter. Pour moi, un pays où il y a déjà 400 partis politiques, c'est vrai, c'est la démocratie, mais ce n'est pas sain, à mon avis. Il y a beaucoup de partis politiques qui ne sont partis politiques que de nom. À mon avis, ce n'est pas une bonne chose. Par exemple, le scrutin, le mode de représentation. Regardez, nous, l'opposition et le pouvoir en place. C'est 400 ou 500 000 voix qui les séparent lors des dernières élections législatives. Et pourtant, l'opposition a 30 députés et le pouvoir a 135 députés. Mais vous voyez que le scrutin n'est pas équitable.
il y a une trop grande différence entre le nombre de voix que nous avons obtenues et le nombre de sièges. Le nombre de sièges. Pourquoi? C'est parce que tout simplement ce qu'on appelle le Raougadou, à Dakar, il y a 7 députés. Ouais. Si tu dépasses d'une voix, tu prends tous les 7 députés. Ouais. C'est la même chose partout. Je pense que ça doit être modulé. Tout ou rien, à mon avis, quand il y a un grand nombre de députés, je pense que ça défavorise l'opposition. Très bien. Pour moi, certains départements qui ont un certain nombre de députés, ça devait être à la proportionnelle, à mon avis. Ouais. Ainsi de suite, mais dans tous les cas, tous les problèmes, à mon avis, doivent être mis sur la table et on en discute pour trouver un consensus. C'est comme les institutions. Ils ont supprimé le Conseil économique et social, et environnemental. Ils ont supprimé le HCCT. Demain, si l'opposition vient au pouvoir, ils ont une autre idée, ils vont remettre le Conseil économique, social et environnemental et remettre le HCCT. Au lieu que chaque régime vienne avec ces institutions, à mon avis, nous devons avoir un consensus, il faut un consensus fort sur les institutions à mettre en place dans notre pays. Autrement dit, nos pays ont besoin de consensus fort entre l'opposition, le parti au pouvoir, la société civile, entre toutes les forces vives. C'est ça qui amène la stabilité, c'est ça qui amène le progrès. C'est le but du dialogue. Oui, normalement, oui. C'est le but, c'est ça qui doit être le but du dialogue. Mais le dialogue ne doit pas être la ruse, la tricherie et les entourloupes. C'est ça que nous voulons que ce soit ça le but du dialogue. Mais nous sommes édifiés un peu par l'histoire et en tout cas nous souhaitons que ce soit ça le but du dialogue. Maintenant on constate quelquefois que ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, dans le cadre du Front pour la défense de la République, vous avez avec d'autres leaders de l'opposition entamé une tournée dans les chancelleries. Quand on vous a vu à l'ambassade des États-Unis, vous êtes d'accord avec le dialogue. Donc finalement, c'est quoi le problème alors? Pourquoi vouloir régler les problèmes en dehors de ce cadre-là? Non, attends. Le FDR n'a pas encore pris position pour le dialogue ou contre le dialogue. D'accord, ok. Hein? Je t'ai exprimé ici la position de l'ALD qui a soupesé les arguments pour et les arguments contre et qui va faire des propositions au FDR. Je suis d'accord, j'ai bien compris. Mais avant même cette prise de position, oui, la démarche. Parce que en fait, le FDR a existé avant l'appel au dialogue. Parce qu'on a constaté que l'actuel régime fait des agressions graves contre la République, des agressions graves contre la démocratie. Dans quel sens? Vous êtes journaliste, la presse. Regardez tous ceux qui ont été embastillés à cause de leur opinion. Bah Diakhaté, Abdou Nguer, Moustapha Diakhaté, Ahmed Suzanne Camara, etc., etc. Regardez les tentatives d'asphyxie de la presse. Certaines presses sont aux normes, décrétées par le ministre de la Communication. D'autres ne sont pas aux normes, alors que ce n'est pas à lui de déterminer ceux qui sont aux normes et ceux qui ne sont pas aux normes. Heureusement, les associations de presse vont porter l'affaire au niveau de la Cour suprême. Il y a des dérives, des agressions graves contre la République et contre la démocratie. Je n'ai cité que quelques exemples. Oui. C'est à cause de ça que le FDR est né. Maintenant, dans notre pays, il y a des chefs religieux
qui sont en quelque sorte une partie de la société civile qui contribue à la stabilité de notre pays. C'est normal que si nous envisageons quelque chose, si nous avons des ambitions, que nous allions les voir pour leur en parler. Sur le plan diplomatique aussi, le Sénégal n'est pas un îlot. Nous avons des partenaires avec qui nous avons toujours entretenu de bonnes relations. Les États-Unis, l'Union européenne, les autres pays africains, etc. C'est normal que quand on se pose, quand on se positionne, quand on a des ambitions, qu'on aille leur en parler, échanger avec eux. Voilà. Et le meilleur cadre, c'est peut-être le dialogue, non? Non, c'est-à-dire ces cadres ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ouais. Aller au dialogue n'exclut pas aller voir les chefs religieux, aller voir les représentations diplomatiques. Nous faisons les deux. Maintenant, je répète, le FDR n'a pas encore pris position, mais voilà notre position que je viens de développer. Mais si le FDR décidait de boycotter le dialogue, nous nous plierons. Mais si le FDR décidait d'aller au dialogue aussi, comme nous le souhaitons, nous irons au dialogue. D'accord. Dans le principe, on retiendra finalement que l'ALD est pour le dialogue, en attendant la décision du FDR. Exactement. C'est ça. Alors, la Ligue démocratique, vous êtes donc dans l'opposition depuis les élections de mars 2024. Évidemment, c'est une nouvelle expérience. L'opposition, vous l'avez connue dans le temps, avant le pouvoir, sous Macky Sall. Qu'avez-vous appris avec ces différentes expériences-là? Voilà, merci beaucoup. C'est une question très intéressante. En fait, l'opposition, la LD est née en 1974. C'est-à-dire en 2024, nous aurons 50 ans. Nous avons été légalisés en 81 et de 81 à 93, nous étions dans l'opposition. Maintenant, de 93 à 98, nous sommes entrés dans le gouvernement de majorité présidentielle avec Abdou Diouf, 93-98. En 98, malgré les invitations d'Abdou Diouf, nous avons décidé de retourner dans l'opposition. Nous y avons été de 98 à 2000. Et entre-temps, nous sommes allés, 99, nous sommes allés, nous, le pôle de gauche, chercher Ablaye Wade. LD, AJ, PIT et UDF Mbolomé. C'est dans l'hôtel de Ablaye Bathily qu'on a appelé Ablaye Wade pour lui dire « Viens, tout est réglé, allons à l'assaut de ce pouvoir ». Très bien. Nous koy moch. Jusqu'à ce qu'il accepte. Il nous disait « Laissez-moi ici, je suis vieux, j'ai pas d'argent, je connais Abdou Diouf, il va encore voler les élections ». Nous koy moch be mu ñew. En 2000, nous avons gagné. Alternance de 2000, oui. Omar, en 2000, le PIT a mis 6 mois, Ablaye Wade l'a chassé. L'AFP a mis 1 an, Ablaye Wade l'a chassé. Nous, on a mis 5 ans, Ablaye Wade nous a chassés. Mais même 2002, 2 ans après 2000, quand Bathily a voulu être maire à Bakel, Ablaye Wade a refusé. Landing a voulu être maire à Bignona, Ablaye Wade a refusé. Pour te dire, il a pris les transhumants pour les mettre au-dessus de nous. Ça, c'était une expérience du pouvoir. 2005, on est sorti pour aller dans l'opposition. Jusqu'en 2012. 2012, Niass et Tanor ne s'étant pas entendus, Macky est venu, nous a coiffé au poteau et il a eu 26%, Niass 13%, Tanor 11%. Et vous étiez obligé de soutenir Macky? Oui, parce que nous avions promis que celui d'entre nous qui irait au 2e tour, nous tous, nous serions avec lui. D'accord. Après avoir soutenu Macky 26%, on a constaté, c'est vrai, nous sommes restés 12 ans avec lui, mais nous sommes comptables du bilan, mais nos partis ont été affaiblis.
pour dire donc opposition de 81 à 93, pouvoir de 93 à 98, opposition de 98 à 2000, pouvoir de 2000 en 2005 et opposition de 2005 à 2012 et maintenant opposition. Okay, qu'est-ce que nous retenons de tout ça? Voilà, différentes expériences qui vous ont peut-être affaibli. Oui, c'est-à-dire, nous avons été affaiblis, c'est vrai, avec cette alliance avec les libéraux. Mais quand même, cette expérience nous a appris à mieux nous connaître. Deuxièmement, cette expérience nous a appris à mieux connaître notre pays, à mieux connaître les dossiers de l'État. Cette expérience nous a appris à mieux connaître les libéraux avec qui nous nous sommes alliés. Et à mieux connaître aussi les socialistes. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour moi, la tâche de l'heure, c'est de former un bloc avec les libéraux. Ne pas nous séparer des libéraux. Nous sommes dans le FDR avec les libéraux. Mais il est important que nous, de gauche, nous nous distinguions. Pas que nous nous séparions, mais que nous nous distinguions des libéraux, que nous mettions en avant notre identité et que nous nous unissions pour pouvoir peser sur l'avenir de ce pays. Mais comment s'unir dans le cadre de la gauche et être en même temps avec les libéraux? C'est pas non, ce n'est pas contradictoire. Mais à mon avis, c'est complémentaire. C'est-à-dire que Benno Siggil Sénégal était formé de sous-coalitions. Il y avait Macky 2012, Benno ak Tanor et Benno Siggil Sénégal. Si nous n'étions pas divisés, toute la gauche, nous aurions pu former un seul bloc. Les libéraux forment un bloc et on s'unit, ces deux blocs s'unissent autour de ce que nous avons de commun. Maintenant, sur le plan idéologique, sur le plan programmatique, nous pouvons nous distinguer, mais il y a certaines luttes, comme le FDR, c'est une unité d'action, pour la République, pour la démocratie, nous pouvons ensemble former une unité d'action avec les libéraux. Mais nous nous distinguons et nous nous unissons. Que la gauche s'unisse. Oui, mais ça peut poser problème. Si on regarde aujourd'hui la configuration de cette gauche-là, on remarque que même dans le cadre des partis, la dislocation est là. Vous, par exemple, LD, voilà, vous êtes affaibli par cette division-là. Au PS, même chose, à l'AFP, pareil, etc. Donc, finalement, pratiquement tous les partis de gauche aujourd'hui sont divisés. Sont divisés. Et il y a un émiettement. Au plan interne, oui. Oui. Il y a un émiettement de la gauche. Et quand la gauche est émiettée, elle est faible. Elle ne peut pas peser. Pire, certains utilisent cette division pour nous mettre les uns contre les autres. Et ça, nous devons mettre un terme à ça. C'est pourquoi je profite de cette émission pour faire un appel à tous les partis de gauche, faire un appel à tous les hommes de gauche, parce qu'il y a énormément d'hommes de gauche qui ne sont pas dans les partis politiques et qui sont là. L'idée était agitée. Quel est le problème de ce rassemblement-là, avec les assises, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des problèmes d'ego, il y a les problèmes les cicatrices laissées par l'histoire, etc., etc. Il y a énormément de problèmes, mais je pense que tous ces problèmes peuvent être surmontés. Par exemple, avant d'aller vers ce grand rassemblement de la gauche, de la famille, par exemple, vous, LD, qu'est-ce que vous attendez pour recoller les morceaux, par exemple? C'est possible? Ah oui, c'est possible. De toute façon, notre parti va Il y a vos amis de la LD Debout qui sont à côté. Notre parti va prendre son bâton de pèlerin, aller voir la LD Debout, aller voir les partis de la CDS, parce que nous sommes aussi dans la CDS, la Confédération pour la démocratie et le socialisme, qui regroupe une dizaine de partis de gauche. Nous irons voir la gauche plurielle, PS, AFP, URD, etc. Nous irons voir des personnalités
les personnalités de la gauche qui sont sans parti pour que nous formions un grand parti de rassemblement de gauche. Ça a été la décision de notre 6e congrès, de notre 7e congrès et de notre 8e congrès. Et nous allons prendre notre bâton de pèlerin et démarcher tous ces partis. Et donc, je lance à travers votre émission un appel à tous les partis de gauche, à tous les hommes de gauche, à toutes les personnalités de gauche. Unissons-nous, unissons-nous, unissons-nous pour que la gauche pèse dans le cours des événements, pour que la gauche reprenne le pouvoir et mette notre pays dans le sens du progrès et de la justice sociale et de l'émergence. Avant tous ces partis-là, la LD d'abord, c'est ça? Voilà. OK. Maintenant, il y a un problème, un contexte qui a quand même changé. Et vous êtes des partis classiques qu'on a connus dans le temps, avec une certaine façon de fonctionner, des stratégies politiques qui ne sont peut-être plus pertinentes. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ici au Sénégal et ailleurs, voilà, sont des forces politiques et citoyennes qui pèsent, qui sont avec le peuple. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous avez pratiquement, en tout cas les partis classiques, fait votre temps et qu'il faut peut-être repenser la politique? Non, c'est-à-dire que ceux qui sont actuellement là, ils sont avec le peuple, mais il faut mettre ça entre guillemets, ils sont avec l'opinion qui est volatile, à mon avis. C'est-à-dire que c'est une vague, mais à mon avis, sous peine de biwouré, on verra que ce qu'ils font, leur succès, c'est un feu de paille, à mon avis. Ah, vous pensez? Rien, c'est une bulle qui est d'ailleurs en train de se dégonfler. Maintenant, nous ne sommes pas indemnes de toute critique. C'est ça. D'abord, nous devons nous rajeunir. Actuellement, par exemple, moi, j'ai 70 ans. On ne peut pas vivre son époque et vivre l'époque des plus jeunes. Il ne doit pas y avoir un conflit de génération, mais on doit mettre en avant la jeunesse, à mon avis, et les encadrer. Il doit y avoir une solidarité générationnelle. Nous sommes dans le parti avec des plus âgés que nous, comme Yorodé, Tidjane Mané. Nous sommes en avant, mais ils nous encadrent, ils nous conseillent, etc. C'est ça que nous devons faire avec les plus jeunes. Mettre en avant les plus jeunes. C'est le moment de passer le flambeau aux jeunes. Exactement. C'est le moment de passer le flambeau, comme ce qui s'est passé à l'AFP. Le président Niasse s'est retiré et à la place, il y a Mbaye Dione qui est plus jeune. C'est ça qu'on doit faire partout dans tous les partis, parce que on ne peut pas vivre son époque et vivre l'époque des plus jeunes. Maintenant, il ne doit pas y avoir de conflit de génération, il doit y avoir une solidarité générationnelle, de telle sorte que les plus anciens vont conseiller les plus jeunes, et je crois que ça manque un peu à ces jeunes qui sont au niveau du pouvoir. Oui. Vous pensez? Oui, je pense que ça leur manque des plus anciens, ça leur manque une certaine sagesse, une certaine sérénité et une certaine ouverture. Et on est en train d'en voir les résultats. Je prie le Tout-Puissant pour qu'il rectifie. Parce que s'il ne rectifie pas, je pense que c'est tout notre pays qui va en pâtir. Toute la réputation du Sénégal qui va en pâtir et qui est en train d'en pâtir. Bien, merci beaucoup. Nicolas Ndiaye, merci d'être venu à cette émission. Voilà.